Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Mes chers amis, rendons-nous au Sénégal. Nangadef à nos frères et sœurs sénégalaises, sénégalais. J'observe un phénomène assez curieux ces derniers mois. C'est le rapprochement des incidents terroristes du territoire sénégalais. Ces 10, 15 dernières années, même ces 20 dernières années, on s'est habitué à entendre parler du terrorisme qui frappe le Sahara, la Libye, l'Algérie, parfois un peu la Mauritanie, qui frappe le Sahel, c'est-à-dire surtout, bien souvent, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui déborde vers l'Afrique centrale, c'est-à-dire au Tchad, au Soudan, vers l'Afrique de l'Est, au Kenya, au Mozambique, en RDC, qui vient vers le Cameroun, le Nigeria. Vous reconnaîtrez avec moi, sans difficulté, qu'on n'a presque jamais entendu parler du Sénégal comme territoire cible du terrorisme. Mais il y a quelque chose qui vient de se passer. Il y a un changement de statut du Sénégal parmi les États cibles du terrorisme. Et je tiens à faire remarquer aux Sénégalaises et aux Sénégalais que ce changement correspond à peu près au changement politique qu'il y a eu à la tête du pays. C'est-à-dire que depuis que Macky Sall a perdu le pouvoir et que sont arrivés au pouvoir les dirigeants du mouvement PASTEF qui, en partie, revendiquent l'idéologie panafricaniste et qui avaient promis, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, qu'ils allaient s'unir à l'Alliance des États du Sahel pour combattre le terrorisme, depuis l'avènement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre, Ousmane Sonko, par ailleurs président de son parti PASTEF, au pouvoir, on se rend compte que les incidents terroristes se rapprochent de plus en plus de la frontière sénégalaise. Je vais vous donner une lecture de la revue de presse que j'ai faite ce matin et qui m'a inspiré le devoir de voler au secours de notre peuple africain du Sénégal. Car je suis Nyamsi ou Cameroun, ou Sénégal, ou Africa. Comme je suis Nyamsi ou Cameroun, ou Mali, ou Africa, ou Côte d'Ivoire, ou Africa, ou Togo, ou Africa, ou Tchad, ou Africa, je le suis. Je me sens co-responsable de la vie du peuple africain au Sénégal. L'une des plus belles nations qu'il y ait au monde, c'est la nation sénégalaise. Et donc, quand je vois se rapprocher de ces frontières, le fléau terroriste, je suis obligé de m'y pencher pour comprendre les raisons de cette corrélation entre le changement politique à la tête de l'État et le changement de statut critique du Sénégal dans les objectifs des terroristes et de leurs maîtres, les impérialistes qui les financent, qui les arment et qui les médiatisent. Alors, j'ai relevé quelques coupures de presse, et notamment de la presse de la France-Afrique, qui est, comme vous le savez, la presse de propagande des groupes terroristes au Sahel. Et je vais vous lire quelques extraits qui m'ont littéralement mis la puce à l'oreille. Les extraits qui m'ont mis la puce à l'oreille. Alors, allons-y. Je vous prends une succession d'extraits. TV5 Monde. C'est un article qui date du 29 avril 2025. Il y a à peu près 4 mois. GSIM, le groupe djihadiste armé le plus influent du Sahel, tente de s'implanter au Sénégal et en Mauritanie. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM souhaite s'implanter au Sénégal et en Mauritanie. Le mouvement terroriste a multiplié par 7 ses actions violentes entre 2021 et 2024, selon une nouvelle étude de Timbuktu Institute. TV5 nous informe que les terroristes de l'État islamique veulent s'installer au Sénégal.
puisqu'on parle des terroristes de l'État islamique, c'est quand même important que vous sachiez qui a créé l'État islamique. Président Donald Trump, est-ce que vous êtes là? Président Trump, dites-nous clairement qui a créé l'État islamique. Parce qu'il y a des Africains qui ne savent pas qui a créé l'État islamique. Donald Trump, est-ce que vous êtes Président Trump? Can you tell us who created the Islamic State? Because Africans may not know who created the Islamic State. Because I remember that you told us one of those days who is the creator of the Islamic State. Ok, je vais trouver ça, oui, ok. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Écoutez-le. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. Très bien. ISIS will hand her the Most Valuable Player Award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en pointant... Mais ils n'ont pas porté plainte, parce que sinon Trump allait donner les preuves qui désormais existent. D'accord? Donc l'État islamique, je vous lisais un premier extrait. Hein. Je retourne aux extraits de la presse de la France-Afrique, hein, qui est chargée de la propagande terroriste. Donc le premier extrait qui vient de TV5 nous dit que le groupe État islamique, qui a donc été fondé selon Donald Trump par l'administration Obama, un groupe de terroristes qui est là pour terroriser les Africains, pour que les Africains continuent à accepter le pillage de leurs richesses. Bon, ce groupe a décidé de s'installer au Sénégal. C'est bizarre, hein? C'est un article qui date du mois d'avril 2025. C'est-à-dire à peu près un an après l'arrivée de Diomaye et Sonko au pouvoir. Là, le groupe islamique dit, bon, il faut qu'on s'installe un peu au Sénégal. La question c'est, mais pourquoi? Pourquoi là tout d'un coup? Pendant 10 ans, ils n'y sont pas allés. Ça ne les intéressait pas le Sénégal. Et puis là, tout d'un coup, ça les intéresse. Continuons à lire la presse. C'est important de faire sa revue de presse matinale quand on a la responsabilité de son peuple. Bon, prenons la seconde coupure. Parce que nous mangeons notre piment dans leur bouche. Qui d'autre va nous parler là? Alors, je vais prendre maintenant un extrait de Monde Afrique. La rédaction de Monde Afrique écrit le 15 juin 2025. La population sénégalaise s'inquiète de la progression du terrorisme. Monde Afrique nous informe que la population sénégalaise s'inquiète de la progression du terrorisme. L'article est du 15 juin 2025, il y a à peine 2 mois. Vous voyez? Donc désormais, au Sénégal, il y aurait donc une psychose du terrorisme. Ok. Mais pourquoi ça arrive maintenant? Parce que pendant les 10 années précédentes, les Sénégalais ne se posaient pas cette question. Ça, le terrorisme, c'était l'affaire du Mali, du Burkina Faso, du Niger. C'était l'affaire des autres pays du Sahel, c'était l'affaire du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, du Soudan. Pourquoi là, tout d'un coup, ça devient un problème sénégalais, au point même que l'opinion s'en inquiète? Le philosophe s'interroge. On continue à lire la presse, c'est ce que j'ai fait ce matin, hein, et j'ai mis toutes les captures d'écran. Ok. Et là maintenant, on arrive sur RFI, article du 29 avril 2025. Les djihadistes du JNIM se renforcent dans l'ouest du Mali, menaçant la Mauritanie et le Sénégal. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, lié à Al-Qaïda. Al-Qaïda qui a été créé par les services de renseignement de l'OTAN, les États-Unis, dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Hein? Ça, c'est la naissance d'Al-Qaïda, ça. Tout le monde le sait. Ok? Les principaux chefs d'Al-Qaïda se promènent librement au Moyen-Orient. Ils ont leur base arrière à Doha, au Qatar. Ils habitent dans les hôtels 5 étoiles. Les gens se plaignent de Iyad Aghali, qui est bien traité en Algérie, mais les chefs de Iyad Aghali sont bien traités en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Ce sont des grands types. Et ces pays sont les alliés de l'OTAN. Donc, c'est pas très compliqué. On sait que Al-Qaïda, ce sont des mercenaires au service de l'OTAN. Bon. Lisons. Pourquoi ils veulent s'installer au Sénégal? Bon, on lit.
Telles sont les conclusions du rapport publié ce lundi 28 avril par le Timbuktu Institute, un groupe de recherche sénégalais qui a travaillé sur la façon dont le JNIM s'est renforcé dans la région malienne de Caille et a déjà infiltré certaines activités économiques des deux pays qu'il aborde. Ok, donc c'est la même source. Ça veut dire qu'ils se sont tous entendus pour dire que désormais le Sénégal est une cible des deux groupes terroristes. Groupe terroriste État islamique, groupe terroriste Al-Qaïda. Tous ces groupes-là, qui sont en fait le même, visent le Sénégal. En 2025. En 2025. Alors, la question que les Sénégalaises et les Sénégalais doivent se poser, c'est pourquoi c'est maintenant que les terroristes nous visent. Et je vais donc tenter de donner une réponse. La première réponse renvoie au concept d'aventure ambiguë que j'ai élaboré en m'inspirant de la grande œuvre romanesque de Cheikh Hamidou Kane pour décrire la politique des nouveaux dirigeants du Sénégal. Quand ils étaient dans l'opposition, Ousmane Sonko, président de PASTEF, et Bassirou Diomaye Faye, son bras droit, avaient juré qu'ils allaient incarner une politique panafricaniste à la Sankara, à la Kwame Nkrumah, à la Lumumba, une fois qu'ils arriveraient au pouvoir à Dakar. Ils s'étaient donc annoncés comme des adversaires déterminés de la France-Afrique. Voilà pourquoi l'arrivée annoncée de PASTEF au pouvoir inquiétait le néocolonialisme français. D'autant plus que Ousmane Sonko n'était pas allé du dos de la cuillère pour montrer toutes les couleurs du gouvernement qu'ils allaient exercer une fois qu'ils arriveraient au pouvoir. Ils ont annoncé qu'ils allaient rompre avec la France-Afrique, qu'ils allaient briser les liens de la domination néocolonialiste française, c'est-à-dire le CFA, c'est-à-dire l'occupation militaire, c'est-à-dire l'émission dans les affaires politiques, et qu'ils allaient se solidariser avec l'Alliance des États du Sahel pour combattre les terroristes. Ousmane Sonko annonçant même une participation active de l'armée sénégalaise sous lui, Sonko, élu, eh bien, au combat contre ces monstres dans l'espace sahélien. Voici les accents avec lesquels parlait à cette époque Ousmane Sonko, quand il était dans l'opposition et qu'il assumait entièrement la théorie du panafricanisme révolutionnaire. C'est le fameux discours du genou, qui mérite d'être écouté plusieurs fois. Responsabilité de nos dirigeants incompétents, incapables, écoutez Ousmane et qui ne Sonko. sont pas des patriotes du tout. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. Très bien. 7 siècles de misère fait de traite humaine. Ça, c'est il y a 3 ans. De colonisation. Ouais. Et aujourd'hui de néocolonisation. Ouais. Cela suffit. Très bien. Il est temps que la France nous foute la paix. Ouais. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. Ok. La 3e ou 4e puissance économique du monde. Ah bon? L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne. Là, il avait tout des colonies avant. Il avait tout son cerveau. Qui n'exploite personne. Là, Sonko, il avait tout son cerveau. Qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans l'ancienne colonie. Ouais. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. Ça, c'était du grand Sonko. L'hypocrisie de cette France, ça, c'était avant, se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi. Et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour
la Biélorussie. Parce que la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà comment la France traite les questions africaines. C'est pas amusé de... Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. Voilà. On commence par cibler les gens, on les décore dans les légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi. Ouais. On les inscrit dans des loges maçonniques. On les piège avec les masseuses. Préparez-vous, ce sera vous après. On les piège avec les masseuses. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Oui. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Astaghfirullah. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple. Alors, je m'arrête là. Donc ça, c'était la ligne de Pastef avant l'arrivée au pouvoir. Maintenant, au moment de l'arrivée au pouvoir, on met Ousmane Sonko et on met Diomaye Faye en prison. Ousmane Sonko tient à être candidat, on lui met un scandale de meurtre sur le dos pour l'éliminer de l'élection. Et on va lui imposer du fond de la prison d'accepter de ne pas être candidat et que quelqu'un d'autre soit candidat pour lui. Mais qui le lui a imposé? Mais ceux qui tiennent le Sénégal depuis son indépendance. Fraudés et truqués, à savoir les néocolons français. On refuse que Sonko soit le candidat de Pastef parce que Sonko a affiché des positions estimées trop radicales. On oblige Sonko à accepter donc que ce soit son acolyte Diomaye, qui est apparemment beaucoup plus lisse, beaucoup plus doux, que ce soit lui qui aille à la présidence de la République, et Sonko est toléré pour être Premier ministre, ce qui permet en quelque sorte de préserver les susceptibilités des intérêts néocolonialistes français et impérialistes occidentaux. Voilà où le second discours du pouvoir Pastef a commencé. Dans la cellule, où ils ont négocié la renonciation de Sonko à sa candidature. Ils ont négocié la formule Diomaye Moïse Sonko. Et à partir de là, ils se sont réabonnés, rabibochés avec le néocolonialisme, tout en continuant à revendiquer le panafricanisme. Dès lors qu'ils avaient le cul entre deux chaises, ils devenaient des aventuriers ambigus, des Samba Diallo. Un pied dans le néocolonialisme, un autre dans le panafricanisme. Ce n'est ni du panafricanisme, ni du néocolonialisme, c'est une aventure ambiguë. Cette aventure ambiguë va se traduire par leur manière d'exercer le pouvoir. Ils se partagent le pouvoir diplomatique d'une certaine façon. Il y en a un qui est chargé de flatter les pays panafricanistes. C'est Sonko. Il y a l'autre qui est chargé de flatter les pays néocolonialistes. C'est Diomaye. Diomaye commence par aller flatter l'un des plus vilains représentants du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara. Il le félicite pour sa soi-disant stabilité et pour sa soi-disant démocratie. Alors qu'Alassane Ouattara exerce un troisième mandat illégal, anticonstitutionnel, ubuesque. Diomaye Faye lui passe de la pommade et du miel. Il fait le tour de tous les petits cheffaillons de la CEDEAO, soumis à la France-Afrique, et il leur passe une pommade douce. Une petite chanson que me chantait Diomaye. Dormez la France-Afrique, vous vivrez toujours au Sénégal. Sonko, quant à lui, est chargé d'aller vers les pays de l'AES pour essayer d'entonner la vieille chanson d'un panafricanisme auquel il n'a jamais cru. Le voilà donc au Burkina Faso, le voilà au Mali, le voilà essayant de chanter une autre chanson. Dormez, dormez, nous sommes panafricanistes comme vous. AES, dormez, dormez, dors AES, nous sommes avec vous. Nous au Sénégal, on est panafricains. Sonko est chargé de chanter un panafricanisme du bout des lèvres, tandis que Diomaye est chargé de rassurer les néocolonialistes. L'aventure ambiguë commence. L'Ukraine associée
Al-Qaïda et à l'État islamique attaquent le Mali, massacrent les soldats maliens et leurs alliés russes. L'ambassadeur d'Ukraine qui a revendiqué le coup est seulement grondé du bout des lèvres par les aventuriers ambigus de Dakar. Le monde entier pose les deux mains sur la tête. Les Africains disent ils nous ont eu. Fin juin 2024, l'ambassadeur d'Ukraine avoue qu'ils ont mené une opération avec les groupes terroristes contre le Mali. Le Sénégal se contente d'une réprimande orale. Quelque temps plus tard, on apprend que le Sénégal sollicite l'Union européenne pour l'aider à sécuriser sa frontière avec le Mali. Alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont chassé les troupes occidentales de leur sol. On apprend que le gouvernement Sonko se tourne vers l'Union européenne pour l'aider à se mêler encore des affaires sénégalo-maliennes. Astaghfirullah. L'aventure ambiguë se poursuit. Donc, Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal actuel et Ousmane Sonko se sont retrouvés donc dans une politique ambiguë. Où ils ne sont ni véritablement amis des néocolonialistes, ni véritablement amis des panafricanistes. Ils sont dans le ni-ni. Or, ni les panafricanistes de l'Alliance des États du Sahel, ni les néocolonialistes français et les impérialistes américains n'aiment les demi-amis. On est avec eux ou on est contre eux. Parce que les deux blocs sont ennemis. Soit tu es avec l'un, soit tu es avec l'autre. Tu ne peux pas être un peu avec l'un et un peu avec l'autre. Ce n'est pas possible, puisque les deux blocs sont ennemis. La France-Afrique a juré la mort de l'AES. L'AES a juré la mort de la France-Afrique. Toi, tu ne peux pas être là au milieu et dire « Je suis un France-Africain de l'AES ». C'est pas du français, ça. Même en Bambara, on ne comprend pas. Même en Bandem du Cameroun, en Bassa, en Medumba, on ne comprend pas cette phrase-là. En Baoulé, on ne comprend pas la phrase. Je suis un France-Africain de l'AES. Si tu es AES, tu es anti-France-Afrique. Si tu es France-Afrique, tu es anti-AES. Or, Sonko et Diomaye veulent relever le défi d'être à la fois des France-Africains et des AESiens. Astaghfirullah. Vous avez vu donc l'échec de leur campagne pour ramener l'AES dans la CEDEAO. Alors qu'ils avaient juré qu'ils allaient se coaliser avec l'AES pour combattre le terrorisme, ils sont restés dans ce micmac, dans ce va-et-vient, que nous appelons chez nous au Cameroun la danse bafia. En Côte d'Ivoire, la danse du blé, 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 baoulé. Hein? Un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà donc maintenant le moment où je peux vous donner l'explication de l'orientation des groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, organisation de mercenaires à la solde de l'impérialisme occidental. Pourquoi se rapprochent-ils des frontières sénégalaises? Ils se rapprochent des frontières sénégalaises parce que l'ambiguïté du couple politique qui dirige le Sénégal ne plaît pas aux néocolons et ne plaît pas aux impérialistes. Il faut donc infliger quelques piqûres de rappel terroristes au Sénégal pour lui expliquer que c'est parce qu'il s'était comporté comme un parfait valet de la France-Afrique, un parfait valet de l'impérialisme, qu'il n'était pas attaqué par les terroristes. Il s'agit de se préparer à punir le Sénégal, de ne pas être parfaitement et complètement aligné derrière le néocolonialisme et derrière l'impérialisme occidental. Voilà pourquoi les attaques terroristes se rapprochent progressivement du Sénégal. C'est la même fonction que les attaques terroristes jouent au Cameroun, au Nigeria, au Bénin et au Togo. Ce sont des attaques qui ont pour but de maintenir la pression sur les gouvernements d'aventuriers ambigus qui sont à la tête de ces pays. De temps en temps, on fait une piqûre de rappel à Faure Gnassingbé pour lui dire « Ton papa Étienne Gnassingbé, c'est la France qui l'a installé là au Togo. Toi-même, Faure Gnassingbé, tu n'aurais pas exercé le pouvoir sans nous. » Les impérialistes et néocolonialistes français et occidentaux. Donc, de temps en temps, on fait une piqûre de rappel au Togo. La même chose au Cameroun. Boko Haram est là pour rappeler à Paul Biya, attention, c'est un certain François Mitterrand qui t'a fait prendre le pouvoir au Cameroun après Ahidjo. Ahidjo a été imposé par les colons français. Donc, toi, si tu t'amuses avec nous, 1, 2, 3, tu signes des petits accords avec la Russie, avec la Chine, tout ça là. Nous aussi, on va maintenir en permanence l'instabilité. Donc, nous allons financer Boko Haram contre toi. Biya le sait.
Il sait qui finance Boko Haram. Les dirigeants nigérians, pareil. Ils savent que Boko Haram et l'État islamique sont des organisations, Al-Qaïda sont des organisations directement financées par les impérialistes occidentaux. Armés par les impérialistes occidentaux, créés par eux. Les dirigeants nigérians le savent. Patrice Talon le sait au Bénin. Il sait qui est derrière Al-Qaïda. Il sait qui est derrière l'État islamique. On attaque de temps en temps le Bénin pour lui dire « Talon, tiens-toi eh bien, à carreau. Tu sais très bien que sans nous, tu n'es rien. Si tu ne te tiens pas à carreau, on va les laisser te frapper. » Les terroristes, les groupes terroristes sont des moyens de pression permettant de tenir les dirigeants africains en laisse sous le contrôle du néocolonialisme et de l'impérialisme. Écrivez ça. Écrivez. Écrivez ça à Dakar. Écrivez ça à Thiès. Écrivez ça à Tambacounda. Écrivez ça à Ziguinchor. Pendant longtemps, certains ont cru que leur pays était naturellement protégé par le ciel contre le terrorisme. Et il n'y a pas de pays naturellement protégé par le ciel contre le terrorisme. Et il y a des pays qui sont complaisants envers les puissances impérialistes, et ces puissances leur épargnent le harcèlement terroriste. Et il y a des pays insoumis aux puissances impérialistes, et ces pays sont soumis aux attaques terroristes. C'est une logique binaire. Soit tu te soumets et on réduit l'impact du terrorisme sur toi, soit tu résistes et on te met les terroristes sur le dos. Donc, le Sénégal entre désormais dans la liste des cibles. Parce que les dirigeants sénégalais ont donné des signes de vouloir manger à tous les râteliers. Parce qu'ils sont dans le ni-ni. Ni complètement panafricaniste, ni complètement néocolonialiste. Ce ni-ni, il ne plaît ni aux panafricanistes, ni aux néocolonialistes. Pour les pays panafricanistes de l'AES, on ne peut pas faire confiance aux dirigeants sénégalais actuels. Vous le voyez très bien. Regardez comment les dirigeants de l'AES regardent Bassirou et Sonko quand ils viennent. Et Ousmane Sonko, quand ils viennent, eh bien, au Mali, je ne sais pas, au Burkina. Vous voyez bien dans le regard des dirigeants de l'AES qu'ils les observent seulement. Ils les observent seulement. Alors que c'est de la pure politesse diplomatique. On sent très bien qu'il n'y a pas de confiance. L'AES ne peut pas faire confiance à l'actuel gouvernement sénégalais en raison des signes contradictoires que celui-ci a envoyés. Mais les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux en général n'ont plus confiance. Hein. Parce qu'après que Sonko ait dit ce qu'il a dit là, on a écrit son nom dans la liste rouge. On a dit, lui, il ne faudra jamais le laisser gouverner en paix. Il ne faudra jamais le laisser accéder en paix au pouvoir. Parce qu'il est capable d'une saute d'humeur et de prendre des décisions qui ne nous plaisent pas. Vous avez compris? Voilà, Sénégalais, Sénégalais, je conclus par des recommandations de votre humble serviteur. J'invite les dirigeants sénégalais et le peuple sénégalais à choisir très clairement le panafricanisme, à choisir la solidarité avec l'Alliance des États du Sahel, à choisir l'unité africaine et à lutter avec tous les peuples africains pour bouter hors du territoire africain les impériaux terroristes. C'est le seul choix, non seulement politiquement viable, économiquement rentable, moralement et spirituellement justifiable. Il faut quitter de la logique de la trahison. Il faut quitter de la logique de la duplicité. Il faut quitter de la logique du foculisme, du lèche-culisme. Il faut quitter de l'aventure ambiguë. Et garantir courageusement, en bonne entente avec tous les autres peuples africains, et notamment sahéliens, la sécurité du grand peuple africain du Sénégal. C'est ce que je voulais démontrer sur ce sujet. Je crois avoir atteint mon objectif. J'ai parlé. Alors, les partisans les plus aveugles de mes frères Diomaye et Sonko viendront tout naturellement m'insulter. Mais quand les terroristes vont poser les premiers actes sur leur territoire, j'espère qu'ils viendront ici me dire « Vous aviez eu raison ». Je ne souhaite pas que ça arrive. Je ne souhaite pas qu'il y ait le moindre acte terroriste en Afrique. Je ne souhaite pas qu'il y ait le moindre acte terroriste au Sénégal.
Ma conférence a pour but d'appeler les dirigeants sénégalais à prendre des dispositions fermes pour protéger le peuple africain du Sénégal. Il faut que ce soit clair. Mais ceux qui ne veulent pas m'écouter, ils vont apprendre sur le terrain. Ceux qui ne veulent pas m'écouter là, ils vont apprendre sur le terrain, comme mes compatriotes camerounais. Regardez la carte des actes terroristes. Ils sont en train d'avancer vers le Sénégal. Ils sont en train d'avancer vers le Sénégal. D'autant plus qu'ils sont en train d'être démantelés, démystifiés dans l'AES.